Salut Dan, comment tu vas? Super, et toi? Ça va, merci beaucoup. Ben, écoute, déjà, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à toi. Merci de la ressource te proposer. Ben, je t'en prie. Du coup, toi, Dan, Alors, de base, tu es de Toulouse, Exact. mais tu as quitté la France. Il y a 2 ans, à 5 jours, 3 jours. Ok, Et maintenant, je suis au Luxembourg. ça marche. Donc, toi, tu es bodybuilder amateur. Exactement. Ok, Mais bon, bodybuilder, on va dire, entre guillemets, sur les grandes pages. Mais bah oui, après, je pratique voilà, le sport, le bodybuilding. d'accord. Et donc, toi, quand tu étais plus jeune, tu as fait des arts martiaux et des sports de combat. Exact. Et, On va dire, j'en ai fait jusqu'à mes 20 ans. ok, J'avais commencé à la base, alors, à mes 3 ans, par le judo. Je suis ceinture noire, hein, première dame. J'ai commencé ensuite le sambo et la lutte à partir de 8 ans. Alors pour le sambo et le judo, c'était mon père, Franck Jarre, qui était mon entraîneur. Après, c'est à partir de mes 15 ans que j'ai commencé le sambo combat. Après, c'est entre mes 17 et 20 ans en sambo, j'étais à 3 ans en équipe de France de lutte en junior, dont 2 sélections en senior. Non, une sélection, la deuxième, j'étais sélectionné, mais j'ai refusé. Parce que je n'avais pas envie de refaire un régime par-dessus, sachant que je faisais les Europes en junior juste avant. Sur ma 19e et 20e année, euh, du coup, j'avais fait alors, à Balma, à côté de Toulouse, j'avais fait du MMA avec Mathias Richaud. Un petit coucou à Mathias, mon pote de longue date. En grappling avec Thomas Douglerson, enfin, je crois qu'il est toujours, mais normalement, c'est un numéro 1 mondial en grappling. C'est un tueur. on, on va pas, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est un monstre. Et ensuite, en boxe taille avec Philippe Baudron. ok, Jusqu'à mes 20 ans, et à mes 20 ans, bon, j'ai un peu perdu le goût. Et un peu, comment dire, cassé en morceaux, et à un moment, bon, un moment de réflexion. Je me voyais qu'à chaque entraînement, bah, je devais me mettre des straps, strapper les genoux. J'ai dit, à 20 piges, tu commences à strapper tous les genoux à chaque entraînement, c'est qu'il y a un problème. Donc, faites lever le pied, c'est là où j'ai bifurqué sur la musculation, en fait. d'accord. Et après, au niveau de la musculation, justement, le fait que tu fasses des compétitions et que parfois tu lèves des charges lourdes, est-ce que c'est pas gênant pour tes Alors, articulations? au tout début, quand j'ai commencé, comme la plupart des gens, hein, quand ils commencent la musculation, on n'est pas trop, on y va vachement avec l'ego et on a tendance à mettre des charges lourdes. Lourd, lourde, autant pour moi, sans forcément se concentrer vraiment sur le mouvement. Et bon, au fur et à mesure où j'ai appris, j'ai eu différents préparateurs physiques grâce auxquels j'ai aussi appris. Et où, ben, en fait, c'est bien de s'entraîner lourd, mais le plus important, c'est pas de ressentir les poids ni la charge, mais plutôt ressentir le mouvement. Donc, au fur et à mesure, enfin, maintenant, comparé à l'époque où j'ai commencé, je m'entraîne avec des charges un peu moins lourdes, et voilà, avec une exécution différente, un certain tempo, voilà, de façon plus intelligente. Donc, au final, j'ai su m'adapter par rapport à mon corps. Et enfin, au final, sur le poids articulaire, je me sens enfin, beaucoup mieux comparé à quand j'ai commencé. D'accord. Après, est-ce que tu prends des compléments alimentaires, style Oui, peptides de collagène, tout ça, pour les je prends articulations? pour les articulations, collagène, MSM, glucosamine. Après, bon, ça fait depuis octobre où maintenant enfin, j'ai un sponsor qui ouais, me fournit tous les suppléments qu'il me faut chaque mois. D'accord. C'est quoi le nom de ton C'est sponsor? Tech Nutrition. Ok. T'as un code promo, t'as... Non, j'ai pas, j'ai pas Non? de code promo, mais ils font des promos tous les mois. Ça marche, mais on mettra le lien dans la description si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Ensuite, tu as quoi comme réseaux sociaux? On peut te retrouver où sur Internet? Bon, alors, Facebook, c'est pas la peine, là, je n'utilise plus. C'est uniquement pour voir les memories qui tombent de chaque année ce jour-là, mais sinon, j'utilise uniquement Instagram. D'accord, ça marche. Ben, je mettrai le lien dans la Et tu vas description. mettre le lien en haut en bas. Ouais, je vais le mettre dans la description et je vais le Ouais. mettre à l'écran. Il va s'afficher à l'écran. Et ensuite, je voulais savoir comment se passent
tes préparations pour les compétitions de bodybuilding? Alors, comment ça se passe? Alors, j'ai envie de dire, si on doit l'étaler sur un an, bah, avant de faire une prépa, on va commencer, enfin, la période qui s'étale, c'est alors ce qu'on appelle off-season. Principalement, enfin, dans l'ensemble, on est sur un surplus calorique ou généralement la prise de masse. Mais c'est une période que je considère, enfin, pas mal de personnes considèrent aussi importante que la prépa en soi, car elle permet de préparer en amont et de, en quelque sorte, mâcher le travail. Enfin, si le off-saison où la prise de masse reste assez clean, il n'y a pas besoin de trop forcer sur la prépa en soi. Et après, quand on entame ce qu'on appelle une prépa, où là, on va partir plus enfin, sur une sèche beaucoup plus poussée parce que c'est pas juste avoir des abdos et être sec, c'est avoir une condition pour monter sur scène, où là, suivant le profil de la personne, dans mon cas, on va d'abord être en déficit calorique et après, au fur et à mesure, on va diminuer jusqu'à peut-être 2 semaines à 2 semaines de l'échéance. Je crois que c'est ça dans mon cas, où on va commencer à vraiment réduire les calories, notamment sur les glucides. Et sur la dernière semaine, on va entamer ce que l'on appelle en fait, grosso modo, hein, je fais dans les grandes lignes, une décharge où du coup on va couper les glucides. Le but est seulement de virer la flotte, aussi bien intramusculaire que sous-cutanée, et après faire par derrière une recharge où du coup là on va reconsommer les glucides, mais faire en sorte que ce soit les muscles qui regonflent avec, bon, faut boire une quantité limitée d'eau, mais voilà, tout est mesuré, où le peu d'eau qu'on va consommer va plutôt être stocké sur les muscles et non pas en sous-cutané, pour avoir un aspect sec mais volumineux en même temps. Ça, D'accord, vraiment sur les grandes lignes. Mais, d'accord, ça marche. Et après, ton poids en compétition et hors compétition. alors, là, alors j'avais commencé à l'époque en WBFF, comme fédération, où là, il n'y avait pas de catégorie de poids. Et j'ai switché en décembre dernier en IFBB Pro League NPC, où, alors, c'est par rapport c'est un ratio taille-poids. Du coup, je fais 1,70 m. Et moi, la limite maximum de poids qui était autorisée, c'était 79 kilos, ce qui n'est pas beaucoup, sachant que j'ai une taille, un bassin assez large. Donc, ce qui veut dire que je suis assez lourd en poids, c'était genre pénalisant, mais je joue avec les cartes que j'ai en main. Et alors, du coup, mon poids de compétition autorisé, c'est 79 kilos. Et mon poids de forme en saison, là, je suis à 92. Et D'accord, j'avais commencé ma prépa à 94 kilos et demi environ. d'accord, Donc, et le jour de la pesée, j'étais à 78. Donc, c'était un moins 16,5 kilos sur 3 mois. C'était sur la période qui m'était donnée, enfin, qui m'était donnée, que je m'étais attribué, parce que moi, avec mon préparateur, on avait choisi cette date et la durée sur laquelle on souhaitait étendre cette préparation. On s'est du coup aperçu que 3 mois, c'était trop court pour 16 km. C'était trop court. Bon, du coup, je me suis retrouvé relativement plat sur scène, pas forcément avec le physique voilà, on sait pour la prochaine fois, c'est en faisant des erreurs ou même pour ça que j'aime ce sport, c'est que on se découvre au fur et à mesure, chaque prépa sont différentes. Et au moins, on sait que pour la prochaine, peut-être soit commencer sur un poids un peu plus bas ou tout simplement étaler la prépa sur 4, voire 5 mois. d'accord. Et après, tu te déplaces où pour faire tes compétitions? Est-ce que Alors, c'est ça en dépend. France? Est-ce que c'est ailleurs? Alors, la toute première que j'avais faite, c'était en Australie, tout simplement parce que j'ai vécu là-bas pendant 3 ans et demi. Et du coup, j'avais voulu essayer. À l'époque, c'était un ami à moi qui me préparait, Guillaume Pernic, qui lui était champion de France en IFBB Elite en classique bodybuilding et qui avait fait 5e ou 6e aux Europes, je crois. C'est lui un peu qui m'a motivé à monter dans les compètes et aussi une amie à moi, Priscilla Pernot, qui allait à WBFF, leur pro.
Du coup, je me suis dit, à la base, quand j'ai commencé la muscu, c'était avec zéro intention de faire les compétitions. Puis c'est au fur et à mesure, je dis, oh, pourquoi pas essayer. Du coup, j'avais fait ma première en Australie. J'ai fait ma deuxième à Miami. Ensuite, à Miami, en WBFF, j'avais gagné ma carte pro. Et en 2019, j'avais concouru à Atlantic City, alors du coup en pro. Et la dernière compétition que j'ai faite du coup en 2022, où là, du fait que j'ai changé de fédération, du coup, je suis concouru en amateur. Et là, c'était à Amsterdam. Donc tout dépend en fait de la fédération, de la compétition en soi. Ça reste libre à nous de choisir. Mais je sais que désormais, pour les compétitions, alors en NPC IFBB Pro League, c'est un peu comme un sport de combat ou par exemple en judo. D'abord, il y a les départements départemental, ensuite régionaux, ensuite France, etc. Là, c'est pareil. Du coup, il faut d'abord passer par les régionaux et par la suite, ce qu'on appelle un pro qualifieur, où c'est la compétition qui permet d'obtenir sa carte pro. Et jusqu'à présent, tous les athlètes au Luxembourg avaient la possibilité de concourir directement en pro qualifieur, c'est-à-dire dans n'importe quel pro qualifieur dans le monde. Et du coup, à partir de cette année, il faut passer par un régional. Après, dans tous les cas, moi, l'année dernière, j'étais quand même passé par un régional parce que j'estimais que fallait tout simplement, pour une première, passe un peu comme, enfin, comme tout le monde. D'accord. Et après, donc toi, tu as un préparateur physique, mais justement, Oui. le fait d'avoir un préparateur physique, ça apporte quoi à un bodybuilder? Est-ce qu'il n'y en a pas qui se préparent seuls? Alors, il y en a qui se préparent seuls, ceux qui arrivent, tant mieux pour eux, et qui continuent comme ça. Si ça fonctionne, ils n'ont aucune raison d'en chercher un. Après, alors, l'intérêt d'un préparateur physique, alors mon préparateur actuel, c'est Ozgen Bertrand, qui est à Toulouse, qui est aussi un très bon ami à moi. Alors, d'abord, c'est sur l'aspect humain. C'est une personne en qui je vais lui attribuer ma confiance, en qui, quelque sorte, je vais lui faire confiance, mettre ma santé entre ses mains. C'est lui qui va pouvoir me guider pendant les préparations. Quand grossièrement, on n'a plus trop sa tête. Quand on est en déficit calorique, au fur et à mesure, on est très fatigué, on réfléchit plus par soi-même. Et ça permet aussi, d'un côté, d'avoir peut-être une personne qui est un peu plus qualifiée sur le sujet, qui a plus d'expérience, non pas en tant qu'athlète, mais surtout en tant que préparateur. Et aussi d'avoir quelqu'un qui a un point de vue extérieur euh, par rapport à notre condition et préparation, ce qui, enfin, j'estime important. D'accord. Ensuite, selon toi, bon là, tu as un peu répondu à la question, mais je vais quand même te la poser. Vas-y. J'allais te demander, selon toi, c'est quoi une bonne préparation à une compétition de bodybuilding? Donc, ok, il y a un préparateur qui peut t'aider, mais est-ce que Alors, tu vois d'autres je choses à dire? dirais savoir prendre son temps. Savoir prendre son temps, voilà, savoir écouter son corps, savoir prendre son temps dans le sens où on se fixe un objectif, être sûr que cet objectif sera réalisable dans le temps. Parce qu'on se dit, si je dois perdre 15 kilos, la compétition est dans 6 semaines, je pense que c'est pas forcément la meilleure des décisions. On a prendre plus son temps. Par exemple, pour ma première compétition, j'étais censé la faire en 2016, en mai 2016, et j'ai repoussé 2 fois la date pour au final la faire en mai 2017. Euh, Tout simplement parce que enfin, j'étais pas prêt, soit physiquement, soit psychologiquement. Et pour entamer une bonne compétition, une bonne préparation, c'est très important d'être assez stable dans sa vie, aussi bien sur le plan financier, euh, sur le plan psychologique, être bien dans sa tête. Et si on est dans une relation, à ce que tout se passe bien dans la relation. Sinon, si sur l'un de ces points, ça fonctionne pas très bien, à 90% des cas, le point sur lequel ça va pas trop, ça foire. Donc ça a tendance à aggraver les choses. Donc c'est bien d'être voilà, stable sur tous les points et voilà, bien choisir sa compétition. Et si on ne se sent pas prêt, c'est pas, faut pas se forcer les choses et tout simplement repousser les chances. Des compétitions, il y en a plein tout au long de l'année. D'accord, ça marche. Alors, selon toi,
un bon entraînement de musculation, ça doit ressembler à quoi? Ce que personne vient de me parler. Parce que quand je m'entraîne, je suis relativement focus sur mes trainings. Non, pour moi, un bon entraînement, déjà juste avant d'entamer sa séance, de la commencer, sur son chemin, on va dire sur le chemin pour aller vers la salle de sport, peut-être prévisualiser sa séance, se mettre en condition psychologique en fait sur son training, se prévisualiser l'exercice, ce qu'on va faire. Une fois l'entraînement, vraiment se concentrer sur, vraiment sur le mouvement, pas chercher à vouloir mettre trop lourd. Parce que, comme je rappelle souvent, enfin, aux gens qui débutent, on n'est pas powerlifter. Et les powerlifters savent ce qu'ils font. Ils mettent des charges très lourdes parce qu'ils maîtrisent eux très bien leur domaine, leur technique. Nous, dans le domaine de bodybuilding, ça ne sert à rien de charger trop lourd non plus. Voilà, bon, Ronnie Coleman, c'est old school. Lui, il était surhumain, mais voilà, sur le long terme, après, sur le plan santé, c'est pas tip top. Voilà, vraiment se concentrer, penser à sa séance, se concentrer sur le mouvement, l'exécution et pas faire des séances trop longues. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, selon moi, faire du surentraînement, c'est pas, d'un point de vue productivité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, personnellement, mes séances ne dépassent jamais 45, 50 minutes grand max. D'accord. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors, je fais en ce moment 3 jours on, un jour off. D'accord. Sur une base de, après, c'est plus spécifié sur le groupe musculaire, mais un push-pull legs. Ou sur la première séance du push, ça va plus être axé sur, par exemple, le haut des pecs, alors que la seconde push, ça va être le bas des pecs. Première séance bas du corps, ça va être plus axé sur quadri, adducteur, et la seconde plus sur les fessiers, ischio. Mais voilà, après, c'est aussi important de laisser le temps de se reposer, parce que c'est grâce à la récupération que le muscle grossit, c'est pas pendant la séance. D'accord, ça marche. Après, tout à l'heure, tu parlais de réduction des glucides quand tu faisais une sèche. Oui. Mais tu penses quoi justement des gens? Je te parle pas nécessairement, enfin, je te parle pas du tout d'ailleurs des bodybuilders. Je te parle des gens en général qui cherchent à perdre du poids, mais qui pensent pas forcément aux glucides et qui te disent toujours, enfin, en tout cas, je l'ai souvent entendu. Moi, j'arrête toute la graisse, tout ce qui est graisse, je le vire de mon alimentation, tout ça. Et j'entends parler du sucre, ouais, mais ça parle toujours de sucre, mais sans savoir réellement ce qu'est le sucre, tu vois. Et d'ailleurs, ils n'utilisent pas le mot glucide, ils utilisent bien le mot sucre. Ah non, sucre, Et ils est-ce que mettent tous les glucides dans la catégorie sucre. Après, bon, sucre rapide, sucre lent, mais après, j'ai envie de dire, c'est quel soit l'objectif. Tant qu'il y a un déficit calorique, il y a une perte de poids. Après, est-ce que la perte de poids sera, on va dire, la plus efficace et la plus adaptée? Non. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il faut savoir, les personnes qui veulent perdre du poids, ou du moins, enfin, après, faut différencier une sèche et une perte de poids. Perte de poids, c'est perte de poids sur la balance. Sèche, c'est du coup, on va plus se concentrer sur, grossièrement, virer la graisse. Ou on peut faire une sèche, mais voilà, est-ce que le poids descend sur la balance ne bouge pas trop, par contre, le physique change. Alors qu'à l'inverse, on va sur une perte de poids, on va plus se concentrer parce que la balance, les poids descendent, mais sauf qu'il y a parfois aussi une perte musculaire, parce qu'il n'y a pas les apports, par exemple, en protéines qui sont suffisants. Parce que les gens vont se focaliser uniquement sur réduire les calories sans forcément se pencher sur la macronutrition. D'accord. Ben, merci pour ta D'où réponse. après aussi l'intérêt d'avoir un préparateur, non pas que pour faire, voilà, faire des compétitions, mais c'est bien de pouvoir être encadré par une personne voilà, qui puisse vous guider, aussi vous guider, mais après vous expliquer. Parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire, mais c'est mieux de aussi comprendre pourquoi on le fait. Ça marche, merci beaucoup. Ensuite, selon toi, d'après ce que tu as pu observer, quelles sont les erreurs les plus courantes que font les sportifs lorsqu'ils s'entraînent en musculation? Alors, je te parle aussi bien des professionnels que des amateurs ou que des simples pratiquants de musculation en salle. Alors, en fait, j'ai énoncé plus haut, c'est faire des séances trop longues.
Faire des séances trop longues, c'est on va dire, assez contre-productif, pardon. Après, je suis moi-même passé par là, hein. Au tout début, quand j'ai débuté la musculation, hein, je faisais avec les potes, on se mettait la grosse musique, on se faisait du gros hardstyle dans les écouteurs. On faisait des séances de 2 heures et demie, ce qui était totalement inutile. Mais on était content. Et ça servait à rien. Et non, faire des séances, on va dire, plus, on va dire, plus intensives, eh ben, avec une meilleure intensité. Et voilà, que c'est sur des séances plus productives. Et après, voilà, chercher à vouloir mettre, après ça c'est plus, on va dire, une erreur de débutant, vouloir mettre trop lourd et se focaliser sur les charges. Sauf que, un exemple tout bête, si sur du développé couché, on va mettre des barres très lourdes, à la base pour développer couché, on va vouloir travailler les pecs. Du coup, on va, en muscle secondaire, utiliser aussi bien le deltoïde antérieur que les triceps, alors qu'on souhaite faire travailler les pecs à la base. Donc, c'est pas forcément la façon la plus efficace d'entraîner ce grand pectoral. D'accord, ça marche. Après, alors j'ai une question qui vient de me venir à l'esprit. Ouais. Là, ça concerne vraiment que les... Alors, certains bodybuilders pros ou même des amateurs. Une personne qui va prendre par exemple des stéroïdes, est-ce qu'elle peut pas se permettre de faire des séances plus longues, étant donné qu'elle va récupérer plus facilement et plus rapidement? Alors, elle peut, mais plutôt que de se pencher sur la durée de l'entraînement, plutôt peut-être se focaliser sur l'intensité des produits. Ce serait pour moi, enfin, selon moi, enfin, ce qui serait le plus optimal. D'accord, ça Et marche. après, suivant, voilà, si c'est une personne qui est en préparation, suivant comment c'est agencé, bien évidemment, si c'est splitté sur une même journée, le faire de façon intelligente à ce que la personne puisse s'entraîner 2 fois par jour. Et du coup, ce serait des séances très relatives, enfin, très écourtées. D'accord. Ok. Ouais, parce Et que à ne pas faire, et à ne pas faire tous les jours. Parce que sinon, ça va augmenter le taux de stress, le cortisol. Et ce qui serait après, pour une sèche, pour une prépa, ça aurait des effets contre-productifs. ok. Ben, je connaissais un ancien champion d'Europe en bodybuilding qui avait une salle. Et bon, moi, ça fait très longtemps qu'il m'avait dit ça. J'étais adolescent encore. Et je lui posais des questions justement sur ceux qui s'entraînaient 2 fois par jour. Et donc, il m'avait dit, sur le plan hormonal, c'est pas bon du tout, d'une part. Et donc, c'est à faire que sur des périodes précises, mais pas Oui. tout le temps, quoi. Donc, son discours rejoignait le tien, justement. Et après, voilà, sur des groupes musculaires spécifiques, à ce que ça fasse pas trop chargé pour, par exemple, je vais pas faire travailler tout le bas du corps la matinée, et puis après faire le dos, plus trapèze et épaules le soir. Ce serait pas beaucoup trop pour le corps à encaisser. Ce serait plutôt faire des cycles de séance. Le matin, on va faire juste pec. Et l'après-midi, soit bras ou soit juste épaules. D'accord, ça marche. Ensuite, Après, bon, voilà, ça reste mon point de vue par rapport à mon expérience que j'ai appris. Il n'y a pas forcément une meilleure méthode qui est meilleure, enfin, une méthode qui est meilleure qu'une autre. Voilà, la meilleure des méthodes, c'est celle qui correspond à la personne et qui lui réussit le plus. Mais ça reste pour moi, voilà, c'est mon point de vue. ouais, après, on peut toujours optimiser. Voilà, Quoi. exactement. Ça marche. Ensuite, alors là, question peut-être pas compliquée, mais plus spécifique. Du coup, selon toi, quelles sont les erreurs les plus courantes que font les compétiteurs en bodybuilding lorsqu'ils s'entraînent pour une préparation physique en vue de participer à une compétition? Euh, je dirais alors, en premier, je dirais le surentraînement. Le surentraînement dans le sens où, forcément, on cherche un déficit calorique. Donc, surtout pour les personnes voilà, qui vont avoir une restriction de poids, une catégorie de poids atteinte, ou du coup à chercher sur entraînement, surtout à compenser par rapport au cardio. Et comme je disais tout à l'heure, c'est plus, plus on s'entraîne, en plus voilà, on va produire du stress. Donc notre taux de cortisol va augmenter, ce qui
qui peut avoir des effets catabolisants, après aussi augmenter la rétention d'eau, ralentir le processus de fonte adipeuse, qui du coup, bah, le fait qu'on va retenir plus d'eau, le matin quand on va se poser, on voit que la balance ne bouge pas trop. Donc on va se stresser encore plus dans sa tête. Donc ça, voilà, c'est j'ai en premier le surentraînement et, et chose que je vois souvent, peut-être la seconde erreur, c'est de ne pas faire, ou du moins pas assez, des prises de sang pendant ces préparations, avant et après. Alors, pas que pour les athlètes qui prennent voilà, des produits androgènes, mais aussi pour les athlètes naturels. Parce que ça permet de savoir où est-ce que on se situe sur le plan hormonal, mais voilà aussi de voir si on a des carences ou autres. Et comme dit plus haut, enfin comme j'ai dit juste avant, ben, savoir si ça ressort sur les prises de sang, si notre taux de cortisol il est trop élevé. Dans ce cas-là, peut-être prendre, simple, hein, se reposer, peut-être prendre 3 jours off, même si on se dit, je suis en prépa, je peux peut-être pas me permettre de prendre 3 jours off, ben, peut-être sur l'idée, c'est non, mais sauf que au final, c'est ce qui serait de plus bénéfique et de repartir de plus belle après pour réattaquer. Et voilà, après, voilà, le bodybuilding, c'est un beau sport. Et voilà, la santé sans la patrie. Et voilà, enfin, je connais des personnes qui, au fur et à mesure, en des années, ben, on a un peu payé le prix. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir où est-ce qu'on se situe, et c'est grâce aux prises de sang. D'accord, ça marche. Ensuite, que peux-tu nous dire sur le milieu du bodybuilding? Par exemple, enfin dans le sens où, ouais, voilà, est-ce un bon milieu? Faudrait-il changer ou améliorer certaines choses? Ouais, c'est comme partout, il y a du bon, il y a du mauvais. Dans l'ensemble, c'était un bon milieu. Après, bon, surtout par rapport aux compétiteurs, c'est un bon milieu dans le sens où voilà, ce sont des gens qui en veulent, quoi. Ce sont des personnes qui ont la dalle et qui s'investissent corps et âme et qui donnent tout là, pour essayer d'atteindre l'objectif. Après, s'il y aurait peut-être quelque chose à changer, ce serait peut-être vis-à-vis des compétiteurs amateurs français. Et il y en a beaucoup où, lorsqu'ils ne gagnent pas, ou ils perdent, vont se trouver toutes les excuses du monde. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai vu de tout. C'était à cause du TAN, c'était à cause des lumières, on fêtait pas bien là où j'étais, un tas de conneries. Hein. Enfin, bientôt ils vont dire ah, mais c'était pas, j'ai pas gagné parce que c'était la pleine lune, ça a influencé mon signe astrologique. On entend tout. Hein. Moi, sur ma dernière compétition là, enfin, à Amsterdam, j'ai eu quelques soucis sur le rebond, donc je me suis retrouvé très ballonné. Mais après, bon, au meilleur des, dans le meilleur des cas, j'aurais pas eu ce problème, j'aurais peut-être grappillé une place. Mais bon, ça change pas le fait que les mecs qui ont gagné, ils étaient bien meilleurs que moi, ils m'ont foutu une giflasse. Tout simplement, ils avaient un meilleur conditioning. Sauf que les Français, alors pas tout ça, je mets pas tout le monde dans le même bateau, hein, mais beaucoup d'athlètes amateurs, voilà, c'est l'humilité, ils connaissent pas trop. Après, sur les professionnels, c'est parce qu'ils ont l'habitude de concourir, voilà, à l'étranger, c'est autre chose. Ils sont dans l'ensemble très humbles. Bon. Je vais vous donner pour exemple enfin, un ami à moi, Marco Ruz, qui est à IFBB Pro, je crois que c'était je crois que c'était un pro show qu'il avait fait aux États-Unis, où du coup il avait terminé quatrième. Voilà, enfin, il se voyait plutôt dans le top 2. Après, tout simplement, hein, puis il était déçu. Hein. Plutôt que de dire ah, c'est la faute à ceci, cela, il dit bah, tant pis, je suis retourné au charbon. Voilà. Puis après, 2 ou 3 compétitions après, bah, il a obtenu sa qualification pour l'Olympia. Plutôt que chercher des excuses, il est retourné au boulot. D'accord. Ensuite, je voulais savoir, est-ce que tu es coach sportif? Et si oui, est-ce que tu fais des coachings de bodybuilding en présentiel ou à distance? Alors, je l'ai été. En Australie, j'avais passé un certificat 3 et 4 en personal training qui correspond au BPJEPS en France. Et j'avais passé aussi un diplôme en nutrition. Alors, du coup, j'ai fait avant du coaching principal en ligne. En présentiel, j'ai jamais été trop fan parce que je manque relativement de patience.
Et ça fait un moment que j'ai arrêté. J'ai gardé quelques coachings, un peu moins d'une dizaine, mais que j'ai depuis longtemps et principalement qui se situent en Australie, donc sur du en ligne. Ok, ça marche. Ensuite, est-ce que tu vends des programmes d'entraînement et d'alimentation? Non plus. Non? Après, je vendais pas là, juste, je vendais enfin, quand j'en faisais. Il y avait plusieurs styles de packages que je proposais, mais voilà. Et ce que je faisais, les diètes ou entraînements, c'était jamais du générique que j'allais faire du copier-coller, rebalancer à tout le monde. Pour moi, ça n'avait enfin aucun intérêt et on va dire, j'aurais eu l'impression de tout simplement de pas faire du travail, du bon travail. Mais bon, du coup, la réponse est non. Ça marche. Ensuite, en dehors du bodybuilding, est-ce que tu fais autre chose? Je fais rien. Ma vie est chiante et emmerdante. Non, non, non. Ben, à la base, j'ai mon travail. Alors, je travaille dans le domaine de la finance, en fonds d'investissement. Je veux dire, ça fait partie des seules choses qu'il y a à faire au Luxembourg. Mais voilà, ça, mon travail, prend beaucoup de temps. Après, je voyage beaucoup. Là, j'étais cette semaine, enfin, j'ai passé 5 6 jours en Suède, aussi à Londres. Et là, le mois prochain, je retourne en Australie pendant 2 semaines et sur le chemin du retour, je m'arrête 2 jours à Los Angeles, faire un petit tour pour visiter un pote à moi. Donc, voyager beaucoup. Après, bon, sinon, je fais yoga, la lecture, j'aime bien m'instruire. Et sinon, être tranquille chez moi le soir, jouer sur la PlayStation à Call of Duty. D'accord. Le yoga, ça te sert à Un quoi? mec, plutôt un mec studio. Ah, c'est bien. Et le yoga, du coup, ça te sert à quoi? C'est plus pour te Alors, relaxer, pour... à la base, alors quand j'ai commencé, il y a 1 an et demi, c'était plus pour un travail de mobilité, de flexibilité. Parce que, alors, pourtant, ça fait partie des bases dans le sport, c'est tout ce qui est étirement. Sauf que c'est quelque chose que l'on oublie très vite en musculation, et alors que c'est quelque chose de très bénéfique. Et du coup, il a fallu qu'en quelque sorte, je réapprenne cette base-là. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût et ça m'a vachement apporté, non pas que sur l'aspect mobilité, mais sur l'aspect récupération. Après, je le fais le matin à jeun avant de prendre un petit déjeuner et ça me donne aussi, ça me réveille pour la journée. J'ai beaucoup plus de clarité lorsque je travaille, du coup, notamment sur ordinateur. Donc, personnellement, je trouve ça top. D'accord. Et ça aide à faire baisser le taux de cortisol? Entre autres, enfin, moi, personnellement, j'ai toujours eu des soucis pour m'endormir le soir. Puis dès que je commençais ça, enfin, j'avais commencé à voilà, tout ce qui était travail de mobilité et yoga, j'avais beaucoup moins de difficultés à m'endormir. Donc, ce qui fait qu'un meilleur sommeil réparateur, donc le cortisol qui passe, tout simplement. Donc, indirectement, oui. Mais directement, oui aussi. Donc, Ça marche. Et ensuite, dernière question. Est-ce que tu as des objectifs et des ambitions pour plus tard, te concernant? concernant numéro un, ambition et objectif professionnel. J'aime beaucoup mon boulot. Voilà, j'ai la possibilité de continuer de l'augmenter, même dans le sens où gravir les échelons et voilà, monter en poste. Je risque voilà, déjà à la fin d'année changer de poste encore voilà, au sein de la même entreprise, alors que j'ai déjà changé il y a 1 an, au bout de 9 mois. Donc voilà, premièrement sur le plan professionnel et on va dire j'accentue énormément l'aspect travail parce qu'on y passe 8 heures par jour. Donc ça représente voilà, une grosse partie de la journée. Donc c'est très important d'être épanoui de son travail. Et puis après, voilà, si on est épanoui et que ça nous permet d'avoir voilà, un revenu plus que convenable, ben, ça permet après d'être stable sur plusieurs points. Et par la suite, reprendre les conditions sûrement en 2024. Du coup, cette année, je vais avoir beaucoup de travail au sein de mon boulot, donc plus me concentrer sur l'aspect travail, puis après reprendre quand ça va un peu se calmer.
Voilà, donc étape par étape. Pas tout mélanger, et puis parce on peut que donner voilà, 100% de son temps. On n'a pas plus de 100% et on doit le répartir. Donc, je préfère autant le répartir voilà, sur le travail et puis après sur les compétitions. Tout en restant voilà, performant sur mon travail. Et ça reste un numéro un. D'accord. Et après, ben, du coup, je rajoute une question quand même. Vas-y, Est-ce, je t'en prie. est-ce qu'un jour tu rêves de faire Olympia? Alors, on va dire oui, mais je vais pas être pessimiste, mais je pense pas que ce soit quelque chose de réalisable dans le sens où j'ai pas le morph physiquement, j'ai pas le morphotype. Même si moi, mes prépas, à chaque fois je me donne à 100%, des cheat meals, j'en ai absolument rien à foutre. Tu peux me mettre 6 mois de prépa et tu me dis, bah, as la même diète, moi je vais accrocher, mais voilà. Il y a des gens tout simplement qui vont avoir une meilleure génétique, qui vont s'impliquer autant que toi voilà, dans leur préparation et qui du coup risquent d'avoir plus de chances de concourir à l'Olympia. Parce que d'abord, pour l'Olympia, il faut d'abord, enfin, il y a des Olympiens amateurs, mais bon, on parle l'Olympia, voilà, celui pour les pros. D'abord, il faut passer pro, ce qui est assez compliqué. Et puis après, il faut obtenir sa qualification, parce que parmi tous les pros qu'il y a, on va dire, faut réussir à sortir du lot et se qualifier, parce que c'est, par exemple, au classique physique, je crois que c'était l'année dernière, je crois que c'était 60 athlètes à l'Olympia en classique. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre les 60 meilleurs classiques, voilà, pro classiques, et les faire concourir. Il y en a qui ont bah, des physiques magnifiques, qui font des bah, non classés à l'Olympia. Donc j'aimerais bien, mais en restant objectif, je ne pense pas que ce soit réalisable. Mais voilà, enfin, après faire étape par étape. Si un jour j'arrive à passer pro, c'est pour moi enfin, un très gros accomplissement. Voilà, après, on verra ce qu'on dira le temps. Ça marche. Mais écoute, bon courage à toi en tout cas et Je bonne te remercie. chance. Avec plaisir. Et merci encore. Ben non, merci à toi, comme je t'ai dit, merci à toi d'avoir proposé, c'est très sympa. J'apprécie beaucoup. Ben, je t'en prie. À bientôt, Dan. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Merci. Toi aussi.